C'est avec la conclusion de la saison 6 de League of Legends que l'on mesure le chemin parcouru par Riot Games, l'éditeur qui fête ses 10 ans cette année. 4 ans de développement, de lancement du jeu, 6 ans d'e-sport, et d'e-sport qui a changé la phase du jeu compétitif dans le monde. Aujourd'hui, rétrospective et aussi avenir de l'e-sport avec League of Legends. Au tout début, il y avait la création d'un studio de jeux vidéo indépendant. En 2006, deux amis, Brandon Beck et Mark Merrill, fondent Riot Games. Ils s'étaient rencontrés à la fac, se préparant à une carrière dans l'analyse financière ou la banque. Mais ils étaient surtout passionnés par les jeux vidéo multijoueurs. Leur pseudonyme était Rise pour Brandon Beck et Trindamir pour Mark Merrill. À cette époque, les jeux Blizzard et leurs communautés affiliées étaient rois. Les outils de création de cartes que Blizzard livrait avec ses titres avaient permis l'émergence de nouveaux modes de jeu. Pas de problème. Le créateur de cartes Gunner Forever avait réalisé un scénario d'affrontement de camps sous StarCraft, appelé Eon of Strife. Un mode de jeu où les joueurs contrôlaient chacun un champion et s'affrontaient parmi des hordes de sbires sur des lignes de jeu. Les joueurs gagnaient des minéraux, pouvaient acheter des upgrades et devaient pousser jusqu'à détruire la base ennemie. Ce mode de jeu, décrit par son auteur comme un hommage au gameplay des Dynasty Warriors, a fait mouche. Eon of Strife sera repris par plusieurs créateurs de cartes de Warcraft 3 sous le nom Defense of the Ancient, Dota en abrégé. Pour l'honneur. Ici aussi, on joue un champion en affrontement multijoueur, poussant contre l'ennemi sur des lignes prédéfinies. Ces cartes deviennent un classique pour la communauté, particulièrement avec la version Dota All Stars. À la création de Riot Games, les premiers employés de Beck et Merrill proviennent de la communauté Dota, avec notamment Ginsu, Steve Fick, l'un des concepteurs de Dota All Stars. La jeune société commence à travailler sur un jeu similaire au concept d'Eon of Strife et de Dota, ce qu'elle appelle un MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Nos forces sont attaquées. Ses fondateurs croient dur comme fer à la gestion et l'évolution d'un tel jeu sur la durée, ce qui n'est pas forcément le cas des éditeurs de jeux qu'ils rencontrent, qui eux veulent sortir des titres et leurs suites. Beck et Merrill décident alors de devenir leur propre éditeur, de contacter des fonds d'investissement pour lever du capital et lancer leur jeu. En 2008, ils lèvent 7 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital risque et annoncent leur premier jeu, League of Legends Clash of Fates. Some have grace. Les fondateurs connaissent le succès des jeux Blizzard en Asie et savent qu'ils doivent s'orienter très vite vers l'international. Alors que leur jeu n'est même pas encore en bêta, ils signent un accord de distribution avec un éditeur chinois, Tencent, un géant du jeu en ligne. Riot passe alors à la vitesse supérieure et engage des anciens de Blizzard, comme Tom Cadwell, champion de StarCraft connu sous le nom de Zileas et qui a travaillé sur Warcraft 3 et World of Warcraft. C'est en octobre 2009 que sort officiellement League of Legends. Il sort en version boîte avec un pack de champions, mais on peut aussi le télécharger gratuitement en ligne où il sera financé uniquement par des microtransactions, le modèle aujourd'hui très répandu du free-to-play. Alors que League of Legends propose une quarantaine de champions différents à sa sortie, l'équipe de Riot montre qu'elle s'investit sur le jeu sur la durée avec des mises à jour continues. De nouveaux champions sont ajoutés régulièrement, l'équilibrage est suivi de très près et de nouveaux modes de jeu font leur apparition. D'autres sociétés ont, comme Riot, voulu suivre la voie de Dota. Heroes of New Earth de S2 Games sort en 2011, et Valve se lancera même dans le développement de Dota 2 avec un des créateurs originels de Dota, IceFrog. Mais Riot Games va mettre en place un système qui va tout changer et propulser son jeu devant ses concurrents. En 2010, motivée par les tournois de jeux vidéo déjà en place, la société annonce tenir l'année suivante son premier championnat du monde. Passionnés de compétition, les équipes de Riot Games ont suivi le modèle installé en Corée du Sud. Les locaux de la compagnie ont d'ailleurs toujours abrité un espace compétitif basé sur l'organisation d'un PC Bang, les cybercafés coréens, avec même des distributeurs de friandises et boissons coréennes. C'est donc en 2011 que Riot organise son premier championnat du monde, dont la finale est tenue à la DreamHack en Suède. Alors que le public sur place n'est constitué que de quelques dizaines de personnes, ce sont plus de 100 000 spectateurs qui suivent la retransmission de la rencontre sur Internet. Pour Riot, c'est le déclic. Ils décident d'intégrer l'e-sport au cœur de leur société et mettent en place un plan ambitieux pour l'année suivante. La finale de la saison 2, en 2012, aura lieu dans leur ville, à Los Angeles, cette fois dans un stade de basket aménagé pour l'occasion, le Galen Center. Pour
un développeur de jeux vidéo, intégrer une équipe d'organisation de tournois et de production audiovisuelle pour les streams n'est pas simple. Il faut aller vite, très vite, et la saison 2 connaîtra des problèmes. On se souvient de l'organisation des phases qualificatives où les joueurs pouvaient tout simplement tourner la tête pour voir la projection intégrale de la map juste derrière eux et ainsi savoir où étaient leurs adversaires. Mais c'est le rythme voulu par Riot. Marc Merrill nous expliquera à l'époque que s'ils ne commettent aucune erreur, c'est qu'ils ne sont pas allés assez vite. Non seulement la mise en place de cette saison 2 est complexe, mais en plus elle est coûteuse. Le résultat, cependant, est au rendez-vous. La victoire des Taipei Assassins sur Azubu Frost, diffusée partout dans le monde, galvanise les spectateurs et marque le véritable départ des Worlds, des championnats du monde, dans l'esprit des spectateurs. Riot va continuer à investir dans le développement de l'e-sport en créant ses propres ligues, les LCS, en Amérique du Nord et en Europe. Ces investissements se font à perte, la société prenant même en charge un salaire de base pour les joueurs. Et faire travailler des joueurs du monde entier n'est pas si facile. C'est Riot qui obtiendra du gouvernement américain l'attribution du visa d'athlète pour ses joueurs professionnels. Mais en retour, la compagnie fait rêver les joueurs de la Terre entière. Le Staples Center de Los Angeles, le stade de football de la ville de Séoul, la Mercedes-Benz Arena de Berlin accueilleront à leur tour les finales des championnats du monde avec un succès toujours croissant et une couverture globale énorme. It's very hard to quantify how far Riot Games has come in 10 years. When you think we have one video game that's been running for over 7 years. I've only been with the company for 4 of that journey. And I think if you look at how much we've updated League of Legends, you could argue we've updated it more times than most other companies have reduced games. You know, it's a different approach. It's a different style. And I'm just very happy and very fortunate that people still play and people are still coming to League and learning and growing and experiencing everything that League of Legends has to offer. And, you know, here's to 50 or 100 more. En effet, si l'on compare la version de League of Legends sortie en 2009 à celle d'aujourd'hui, le contraste est saisissant. Non seulement le jeu a été refondu graphiquement, que ce soit au niveau de la carte ou des champions, mais son système de jeu a maintes fois évolué, permettant de proposer un challenge toujours renouvelé. Tencent, le partenaire chinois de Riot, ne s'y est pas trompé et a racheté la compagnie en 2011 pour 400 millions de dollars. Un bon achat pour ce géant qui possède aussi Supercell ou encore près de la moitié d'Epic Games. Car même si Riot ne publie pas ses chiffres, le site VentureBeat citait la firme Super Data Research en 2014 et évaluait le chiffre d'affaires de la société à plus de 100 millions de dollars par mois. Aujourd'hui, Riot emploie 2000 personnes de par le monde, dont 1700 dans son campus à Los Angeles. La compagnie figure depuis 2 ans dans le top 100 des meilleures sociétés où travailler en Amérique, tenu par le magazine économique Forbes. Et elle n'a pas forcément pris la grosse tête. Le panneau d'entrée de ses bureaux, qui indique Riot à l'entrée, se lit Rito quand on sort des bureaux. Comme Rito, please, le leitmotiv des utilisateurs qui martèlent les forums de la compagnie dans leurs diverses demandes de nerfs, buffs ou autres développements. Riot a même une unité interne dédiée à faciliter le travail des fans créateurs de contenu de leur communauté. I have the very cool job of being able to work with all of our YouTube artists, our cosplayers, our artists, our animators, our musicians, all of those in the player community, and we work on supporting their work, making sure that they get the love that they deserve and that they continue to grow in the League of Legends art community. Et la société s'est même impliquée dans la création de son propre sous-réseau Internet en Amérique et en Europe, permettant d'améliorer la connectivité et de réduire la latence pour les joueurs. Même si Riot n'a toujours géré qu'un seul jeu vidéo jusque-là, elle se diversifie doucement. La société a sorti cette année Mechs vs Minions, un jeu de plateau prenant place dans l'univers de League of Legends. Et la compagnie a créé la surprise cet été en rachetant Radiant Entertainment, la société des jumeaux Tom et Tony Cannon. Tom Cannon est le fondateur de l'Evo, le tournoi de jeux de combat, et Tony Cannon, le créateur de la technologie anti-lag GGPO, utilisée pour le jeu en ligne des jeux de combat également. Radiant employait aussi Seth Killian, l'ancien directeur de chez Capcom, qui a été si influent sur le développement de Street Fighter 4 que le boss final porte son nom. De là à penser qu'un jeu de combat League of Legends est en préparation, il n'y a qu'un pas.
donné est venu s'immiscer dans l'écosystème de League of Legends récemment. Avec l'arrivée d'investisseurs venus du monde du sport dans les équipes, le jeu attire d'un coup l'attention des médias traditionnels. League of Legends fait son entrée dans le grand public. Aux États-Unis, cela a commencé avec le basket. Rick Fox, l'ancien joueur des Lakers et des Celtics, a acheté l'équipe Gravity pour monter son équipe, Echo Fox. Le club de Philadelphie, les 76ers, a racheté Dignitas. Même si le réseau média américain dédié au sport ESPN s'intéressait déjà à League of Legends et à l'e-sport, ces rachats ont grandement accéléré le mouvement. La finale de la saison 6 du jeu a vu des employés de Riot Games invités à Sports Nation, le programme mythique d'ESPN. Alors que l'e-sport et le jeu vidéo ne sont pas forcément toujours bien traités par les grands médias traditionnels, le ton ici était très positif. Le magazine faisait des comparaisons entre les grandes équipes de sport et d'e-sport pour présenter l'e-sport à ses spectateurs. It's great to see the mainstream media and the mainstream sports franchises in North America keep adopting. NBA financiers and backers have been involved for the last year of 2016. The 76ers just bought a brand new team, and earlier today, our very own Jat actually appeared on ESPN Sports Nation. It's actually the first time that an esports event or esports content was hosted on ESPN1. And it was very exciting to see the hosts and ESPN talk to us on an equal footing. They didn't treat us like a niche thing. They didn't treat it any different to any other sport. And it is exciting times to see mainstream media, mainstream football teams, mainstream basketball teams, mainstream everything start to understand and appreciate the level of commitment that our sports players have. This year, there's been a step up in the media coverage. It's been really serious as well and very respectful and understanding, where a couple of years ago it was more like, what is going on? What is happening here? But I feel like more and more media are starting to understand that this is big and this is real. Et du côté de Riot, on a aussi vu cette année une ouverture au grand public. La société avait mis en place un stream alternatif dédié aux nouveaux venus, avec des explications plus simples à suivre pour les néophytes. The new viewer stream is something that other esports have done in the past as well, and I think it's really cool that we've done it for this year, because the finals is something that attracts a lot of viewers that may not know what this is, or even like me, I tell my mom to tune in, but she doesn't know what's happening. So it's good that there is a stream that explains things from a basic level to people who might just want to watch the final, or maybe are interested in watching more or playing in the future. I'm not afraid that mainstream attention will change us at all, because every time mainstream anything has got involved, we've gotten better. Our coverage has gotten better. Our players' interviews have gotten better. Our teams have developed more infrastructure. They've brought on more analysts and coaches. Every time mainstream has gotten involved, they have educated us, and we as a sport and as League of Legends have kept the core. That's why you're at an event called League Fest. We're still celebrating the game and playing video games, but we're also doing it competitively and professionally. En Europe, le même phénomène se produit. Si aux États-Unis ce sont les clubs de basket qui mènent la charge, chez nous, c'est le football. Beşiktaş en Turquie, Schalke 04 en Allemagne s'étaient déjà impliqués, et la France a fait un grand pas en avant avec la création du PSG eSport. I think PSG and Yellow Star have had the most exciting launch for a sports franchise out of any esports team ever. The advertisements with Yellow Star in the stadium, the public perception, the AMA, the commitment to growing and learning is very exciting. And yes, I think the team with Yellow Star will be able to build a successful franchise. I think it's amazing. I also like that they took it very professional from the start. They did a real press conference. They did the scouting rounds to look for players, which is something that we haven't really seen yet. And they also came out and they didn't say, yo, we are here, we have a lot of money, we're going to be number one or this or that. No, they said we're going to try and find a good team, we're going to nurture that team, and our first goal is the LCS and getting there and doing well. And I think that's a very healthy approach to things. And I think with the help of Bora, combined with the wealth of experience they have already, I hope that they can build a legacy and have a really good team. Pour son lancement, le PSG a embauché un ambassadeur de rêve, Yellow Star, notre vétéran français, qui a de ce fait pris sa retraite de League of Legends en tant que joueur. Well, Yellow Star retiring is kind of the end of an era. He is one of the players that I've known for the longest as well. Of course, he was in Season 1. And I also think he has one of the most impressive track records of any player. Of course, it's easy to think of Faker, but Yellow Star has so many EOLCS titles, made the semi-final of the World Championship, made the final back in Season 1 as well. And just as a personality, he has always been amazing to work with, and I think very easily to identify with. And on top of that, he was a role model because he got into shape in Season 5, and he connected with his fans a lot. So
I will miss Bora, but of course, he's not gone. He's now working with PSG as well. When I think about Bora, I also think of someone that has always been very hardworking and who always takes the task at hand. So I don't think he'll be using that as, oh, I am retired. No, I think he'll give 200%, be in Berlin with the team, give them everything they need. And he knows, of course, what a pro player needs and how difficult sometimes it can be when they ask you for interviews or for features or for extra things, but what you really want to do is play. The players are super young, and he's been in that position where he lived from being 16, 17, 18 to being a professional player to moving away from home. And then there's all kinds of people as you become more famous that ask you things as a pro player. Oh, you know, can we get pictures? Can we get a special interview with you? Can we do this? Do you want to go that? And I think young players definitely need some guidance to not get lost and all that. L'impact de la marque PSG en France est énorme. Yellowstar s'est vu invité sur les plus grands plateaux télé, de téléfoot au quotidien. Il y a énormément d'entraînements, des heures d'entraînement au quotidien qui peuvent justement aller jusqu'à plus de 10 heures par jour. Et forcément, cette annonce a été reprise dans tous les médias français. D'autant plus que cela coïncidait avec Paris Games Week, où l'e-sport a été à l'honneur. Maintenant, pour le PSG e-sport, il faut gagner. Yellowstar aura la tâche de constituer une nouvelle équipe de League of Legends, avec bien sûr son expérience, mais aussi les moyens du PSG derrière lui. I'm extremely excited to see football clubs stepping into the scene, mostly because of what infrastructure it's going to bring. When you look at these traditional sports clubs, they have coaches, they have analysts, they have physical therapists, they have training regimes, they have scouting regimes. And a team like Schalke just put on a very public scouting tournament where they said, come prove you're worthy to be in our teams. These are things that European LCS teams have never had exposure to. This is a level of infrastructure and planning and structure to a team, to a sports club, that can only make teams better. So I'm very excited as more teams come in to see what PSG is going to do on the scene and see how they're going to compete with Schalke in the Challenger Series. Comme chaque année après les mondiaux, c'est le moment où League of Legends évolue. Riot Games a annoncé des fonctionnalités très attendues pour l'année à venir. Le nouveau client de jeu fait son apparition. Les replays de parties vont être officiellement gérés par le titre. Un mode d'entraînement va même faire son apparition. Mais c'est peut-être au niveau des équipes que les choses vont changer le plus, car les équipes stars d'hier ne l'étaient plus forcément cette année. At the beginning of the year, there were a lot of changes within the teams. There was, of course, the big Fnatic change with Huni and Rainover leaving, and then G2 Esports being qualified, and a lot of new teams. And I think it was very interesting because the traditional top of the pack, which was of course Fnatic, mostly for most years, and H2K, they got a lot of competition from G2 Esports, from Splice even, and then H2K consolidated their spot and got to World Championships as well, and went all the way to the semi-final. And I think that's a healthy thing, because it kind of forces teams to wake up and shake up and pay more attention to everything and put more effort in it, because I can understand that if you're at the top for such a long time, it's very hard to keep it going, and SKT is a living example of that, but I don't think there's a lot of teams that can do that in general. So I hope that the shake-up makes that next year in EU is even better. We have a good performance at MSI and hopefully a good performance at Worlds as well. What changed in Europe in 2016? The teams that were meant to lead the charge, that were meant to control the league, simply did not adapt. When you looked at teams like Fnatic and Origin, who were top 4 last year in Europe, who crashed out in Brussels in the semi-finals, they choked this year. They didn't substitute the players they needed to. They didn't upgrade their infrastructure in a way they needed to. And it allowed a team like Splice to climb in there and surprise. It allowed teams like Giants and Unicorns of Loves to look good. And that's something we've not seen in a long time. Unlike North America, where TSM and CLG and Cloud9 continue to dominate the top of the table, unfortunately, the top teams, they just didn't grow. We also lost some players, we lost some infrastructure, and it's up to these established organizations to get better in 2017. Et l'investissement des clubs sportifs fragilise les équipes. Les petites structures se sont fait absorber par ces nouveaux acteurs. Les équipes historiques comme TSM ou Fnatic ne pensent pas avoir les moyens de se battre contre des équipes de basket ou de football, que ce soit en termes d'infrastructure ou d'enchères dans le mercato des joueurs. Dans une lettre commune adressée à Riot, qui a récemment fuité, ces équipes se plaignent de perdre de l'argent et demandent un investissement plus élevé de la part de la société. Mais c'est surtout la possibilité de franchise de licence qui est en jeu.
Actuellement, les ligues opérées par Riot fonctionnent sur le principe des ligues de sport européennes. Les équipes en bas de classement seront relégables pour la saison suivante et les équipes challenger peuvent, elles, accéder aux ligues principales. Mais en Amérique, l'organisation du sport traditionnel est différente. Les équipes de football américain, par exemple, ne subissent jamais de relégation. Leur place leur est acquise à vie, ceci afin de ne pas pénaliser ni leurs partenaires ni leur public. Ce sont donc deux conceptions du sport qui s'affrontent ici, américaine contre européenne. Nul ne sait encore quel modèle Riot va adopter. Ces problèmes, ainsi que l'arrivée lente mais sûre du grand public, sont les signes d'un passage à la maturité pour League of Legends et son environnement. Car tout cela a été extrêmement rapide. Riot a tenu sa première compétition il y a à peine 6 ans. Mais le jeu n'a jamais cessé d'évoluer. Et ça, c'est apparemment quelque chose qui ne va pas changer. There's a whole lot coming to League of Legends. The new client is going to be updated. The assassin rework is coming in. There's discussions around competitive changes in the jungle, potentially adding plants, changing how picks and bans is operated. The LCS is going to grow and there's going to be even more attention on formats and on world championships. Just like every year before, more changes will come that will keep League of Legends fresh for people playing, for people viewing, and will keep attracting even more to the League of Legends ecosystem in the next year.